Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'heure de la FAQ. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. J'espère que tout le monde profite bien de cette victoire contre le Real Madrid et de cette saison. Il reste encore quelques matchs à aller gagner, j'ai envie de dire, surtout un. Contre l'Espagnol de Barcelone dans quelques jours, jeudi dans 2 jours pour aller chercher définitivement cette Liga et clore ce débat. Bon, il n'y avait pas de débat, mais disons que s'il y avait eu un débat, il serait clos jeudi, si on gagne, évidemment. On va commencer avec des questions de Discord. Il y en a quelques-unes, il y a quelques pavés, quelques romans, donc je vais essayer de faire vite quand même. Il y a beaucoup de questions aussi sur Instagram, plus d'une centaine, 130 et quelques je crois, donc ça fait vraiment beaucoup de questions. Vous connaissez l'histoire, je pourrais pas prendre toutes les questions évidemment, répondre à tout ça. Ça ferait beaucoup trop. Mais merci. Merci avant de commencer, merci à tous de participer et de faire vivre ma chaîne et ma passion pour le Barça. C'est magnifique. Donc on commence avec Sir Nastro qui dit « Salut mon cher tonton, salut mon cher Sir Nastro ». Ça devient inquiétant, vraiment inquiétant avec la défense. Heureusement qu'on est sur la fin de la saison, mais pour la saison prochaine c'est inquiétant et je sais pas si on pourra être un acteur important dans le mercato à venir. Merci d'avoir pris le temps de lire ma question et voilà. Merci à toi de l'avoir posée. Alors, oui c'est inquiétant, il y a beaucoup de buts. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui le soulignent. Ça fait sur les derniers matchs, ça fait beaucoup de buts encaissés, beaucoup de buts marqués aussi, faut le souligner. Mis à part le match contre Valladolid, si on prend les 2 matchs contre l'Inter et le match contre le Real Madrid, oui, ça fait 6, ça fait 10 buts encaissés. 10 buts encaissés en 3 matchs. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour cette défense. Maintenant, je pense que je sais pas si c'est vraiment si inquiétant que ça. Disons que c'est peut-être logique pour cette fin de saison. Je pense que l'équipe, elle est de plus en plus fatiguée avec l'enchaînement des matchs. Et ça, il faudra évidemment, comme tu l'as souligné, voir ça avec le mercato. Essayer d'aller chercher des renforts et une profondeur d'effectifs, de banc un peu plus importante pour pouvoir se permettre de faire souffler certains joueurs. Mais on le voit, oui, cette fin de saison, elle est compliquée, elle est plus compliquée défensivement. Maintenant, au début de saison, on avait un Barça quand même qui était beaucoup plus fort peut-être défensivement, j'en sais rien, mais en tout cas, on encaissait moins de buts et le piège du hors-jeu, les choses comme ça, marchaient un peu plus. Maintenant, les équipes aussi, elles se sont habituées à ce jeu-là. Je veux dire, au début de saison, on a vu toutes les équipes y passer. Genre, il y avait 50 hors-jeu par match, ils en pouvaient plus. Au bout d'un moment, je pense que surtout avec le Real Madrid par exemple, ou l'Inter, qui ont un coach comme Inzaghi, qui est aussi un grand tacticien, donc qui a su trouver peut-être des failles aussi. Mais en tout cas, cette équipe du Real, elle a forcément essayé de trouver des solutions. On les a affrontés 4 fois de cette saison. 4 fois, au bout d'un moment, tu connais l'histoire et tu peux plus te faire avoir. Au bout de 4 fois d'affilée, tu peux pas perdre 4 fois d'affilée. Tu peux perdre 1 fois, pas 4. Tu peux perdre 2 fois, à la limite. Pas 4. Tu peux perdre 3 fois. Allez, vas-y, c'est bon. Non, en vrai, je pense que c'est dû à la fatigue, concrètement. Maintenant, on l'avait dit au début de la saison, Flick, ces équipes, généralement, elles sont très très offensives, tournées vers l'offensive, ce qui nous donne beaucoup de spectacles et beaucoup de bonheur et de joie en regardant les matchs du Barça, en l'occurrence. Moins du Bayern quand à l'époque, quand il nous tapait. Mais là, maintenant qu'il est au Barça, oui, on prend du plaisir en regardant les matchs. C'est offensif, il y a du spectacle, il y a des scénarios fous, tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a moins d'équilibre. Il y a moins d'équilibre défensif. Et ce qui donne aussi une défense un petit peu plus livrée à elle-même, disons. Parce que plus tu as des joueurs qui sont hauts sur le terrain et un petit peu qui vont un peu avec beaucoup de liberté vers l'attaque, et plus défensivement c'est compliqué quand tu prends des transitions, il y a moins de monde derrière et les défenseurs c'est un peu plus compliqué. Il y a eu beaucoup de nombreuses fois où les défenseurs devaient faire des retours défensifs de beaucoup de mètres. Tu vois, sur une moitié de terrain. Donc évidemment qu'au bout d'un moment, la défense, elle fatigue. Il y a eu Ronald qui est revenu, qui a pu faire souffler un petit peu Cubarsí et Inigo Martinez, mais pas assez peut-être. Christensen vient à peine de revenir, c'est la fin de la saison, merci Andreas, il était temps. Garcia qui a pu de temps en temps dépanner, voilà, vraiment de temps en temps. Mais voilà, Cubarsí et Inigo ont beaucoup enchaîné, comme d'autres joueurs, comme Koundé. Koundé a fini blessé, Baldé blessé.
Donc en fait, ça nous permet pas de pouvoir peut-être aussi bien défendre. Voilà, donc pour moi, la solution, c'est pas de changer de tactique, parce qu'on a vu que cette tactique-là, elle fonctionnait tout au long de la saison. Peut-être que les équipes, elles vont se pencher plus là-dessus, essayer de nous battre à notre propre jeu, on va dire. Enfin, essayer de nous avoir dans le dos, de partir de plus loin, au lieu que ça soit les attaquants qui partent, les attaquants, ils essaient de faire un premier appel pour faire reculer la défense, et puis c'est un gars de la deuxième ligne, un milieu de terrain qui part comme ça dans le dos après, une fois que la défense elle remonte. Ça, c'est une possibilité, et ça serait quand même assez logique de faire ça en fait. Pour les adversaires, on l'a vu de temps en temps dans cette saison, mais voilà, donc maintenant il va falloir aller chercher 2-3 joueurs comme ça pour pouvoir faire tourner, pour avoir un banc un peu plus fourni, disons. Ensuite il y a P2 qui dit penses-tu que Flick, en parallèle de son rôle d'entraîneur au sein du FC Barcelone, a eu raison d'avoir combattu Franco tout au long de la saison? Ensuite, il y a Omar Dino qui dit salut Café. En cette presque fin de saison du Barça, quelle note donnes-tu à Hansi Flick? Personnellement, ce serait un 10 sur 10 car l'équipe est tellement divertissante à regarder en plus de gagner des titres. Oui, bon, il y a toujours des choses à améliorer, mais oui, ça serait une... Là, je sais pas, je suis pas un spécialiste pour donner des notes. J'aime bien nuancer mes propos généralement, ce qui fait que c'est pour ça que je fais des vidéos hyper longues. Mais voilà, donner une note comme ça serait un peu... il faudrait que j'explique. Et bon, voilà, je suis pas spécialiste, mais en tout cas, oui, c'est une saison réussie, une adaptation aussi plutôt très bien réussie de la part du coach à une culture qu'il ne connaissait pas. Voilà, on sait que c'est jamais facile l'environnement du Barça, avec les coachs étrangers. Voilà, on sait que ceux qui viennent pas forcément du Barça, ils sont peut-être pas accueillis de la même manière, mais bon, ça, il a plutôt été bien accueilli. Lui s'est très bien adapté, il s'est intégré rapidement à la culture, au club, tu vois. On l'a vu souvent aller voir les matchs de l'AB ou les plus jeunes, il essaie d'avoir un œil sur les jeunes pépites de la Masia qui pourraient intégrer dans le futur. Donc vraiment, voilà, déjà par rapport à ça, c'est un bon point. En plus de ça, évidemment, il y a les résultats et il y a les titres, avec probablement une Liga qui va arriver, une Coupe d'Espagne, une Super Coupe. Donc c'est plutôt réussi. Maintenant, évidemment qu'il y a le faux pas, l'élimination en Ligue des Champions, qui reste en travers de la gorge de beaucoup. Mais bon, il y a encore pas si longtemps, je pense pas qu'il y ait beaucoup de supporters qui pensaient qu'on pouvait aller en finale et potentiellement gagner la Ligue des Champions. C'est sûr que quand tu vois la saison, tu te dis oui, on aurait pu, tu vois. Et peut-être qu'on méritait, mais je trouve que c'est déjà pas mal d'arriver en demi-finale. C'est le début d'un projet pour lui, il va être prolongé là, ça a été dit je crois, c'est pas officiel encore, mais il y a eu un repas et tout, après le match du Classico, et je pense qu'ils vont l'annoncer, ils vont le prolonger jusqu'en 2027 je crois, donc logique qu'il soit prolongé. Je sais pas s'il veut rester très longtemps, ça avait parlé de 3-4 ans max, truc dans le genre, mais voilà, c'est le début d'un projet, donc il faut être aussi un petit peu patient. Il n'a pas encore l'effectif peut-être construit comme lui le souhaite, parce qu'il est arrivé, on a acheté Olmo, mais c'est tout. Donc il faut un petit peu laisser du temps, mais pour moi c'est une grande réussite, oui. Ensuite il y a Imad qui dit je sais qu'il y a toujours eu des problèmes d'arbitrage et de madridisme, mais ces 3 dernières années avec la VAR c'est encore pire, puisqu'on a gagné, il faut en parler. Que doit faire le Barça? J'en sais rien, il y en a qui disent qu'on doit plus parler, plus s'exprimer. Ceux qui ont de la voix, que ce soit les joueurs, le président, le coach, tout ça. Xavi il avait parlé la saison dernière parce qu'il y avait eu quand même un gros vol aussi au Bernabéu avec des caméras qui n'étaient pas allumées, des trucs qu'on voyait pas si la balle était rentrée, et il s'était fait éclater concrètement. Il s'était fait tomber dessus par un peu tout le monde. Donc c'est ça le problème, c'est que quand tu te plains, tu es vu comme une pleureuse, on va dire. Tu te victimises, tu cherches des excuses, tout ça. Alors qu'en vrai, excuses ou pas, il y a toujours des choses à redire, de toute façon. Des fois, il y a des erreurs, voilà, ça peut arriver. Mais en fait, quand il y a la VAR, depuis qu'il y a la VAR, c'est un peu moins acceptable de faire des erreurs. Et les arbitres sont encore plus... c'est encore plus mis en avant, leurs erreurs. Et du coup, il y a beaucoup plus de tension autour de tout ça. De toute façon, donc je comprends très bien que pour eux c'est pas facile, il doit y avoir une pression de malade, ils doivent recevoir des menaces et tout, même de club, hein. mais bon, en tout cas ils ont des coups de pression de fou, donc je comprends que ça soit pas un métier facile, même eux ils l'ont dit, ils voulaient faire grève et tout, donc voilà, on peut comprendre. Je vais pas rentrer dans les trucs de complot et tout, mais bon.
Bref, mais en tout cas, on voit que c'est pas facile pour eux. Mais d'un autre côté, je sais pas trop comment, je sais pas trop comment dire ça. Mais quand on voit concrètement des choses à la VAR et que l'arbitre il le voit avec ses yeux et qui dit non, il y a rien, alors que, enfin, je donne un exemple bidon, mais la main par exemple de Tchouaméni où il va dire ouais la main. Ouais, mais il y a Courtois derrière. Ok, mais Tchouaméni arrête quand même la frappe à peut-être 2 mètres des cages avec sa main. C'est pas volontaire, certes, mais il y a main. Je veux dire, il n'y a même pas à chercher à trouver des excuses, des arguments improbables, tu vois. Et ça, c'est des choses qui sont très difficiles à comprendre pour les supporters, pour moi-même. Comment accepter ça ? Comment comprendre ça, tu vois. Donc moi, je veux bien que ça soit compliqué pour eux, qu'ils reçoivent des pressions, tout ça. Mais en tout cas, le Real est en train d'essayer de trouver des solutions pour l'arbitrage, pour que ça soit un peu plus... je sais pas trop exactement qu'est-ce qu'ils cherchent avec l'arbitrage. Mais ce qu'on voit quand même cette saison, même la saison dernière, je suis désolé, la saison dernière, le Barça a très mal joué. Mais la saison dernière, je pense que c'est... Je sais pas si c'est pire que cette saison, mais pour le Barça, je pense que c'était encore pire la saison dernière en termes d'arbitrage. Il y a eu énormément de choses bizarres la saison dernière. Énormément. Je dis pas que c'est à cause de ça qu'on a perdu la Liga, mais ça nous a conditionné pour nous mettre vraiment dans la mouise. Qu'est-ce que doit faire le Barça ? J'en sais rien. Laporta, faut qu'il s'exprime calmement, sans... Faut pas rentrer dans des arguments de trucs de complot, tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu rentres là-dedans, les gens, ils se disent... Direct, ils ferment les yeux, ils ferment les oreilles. Non, mais vas-y, t'abuses, tu pars dans des trucs, machin. Mais non, faut juste parler de faits, quoi, de trucs concrets, de trucs... Par exemple, le Real Madrid qui de par ses médias, mettent la pression sur les arbitres. Ce n'est pas normal. Ils devraient être sanctionnés. Tu devrais pas avoir le droit... Alors après, oui, il y a la liberté d'expression, je veux bien. Mais en fait, ils conditionnent le match et ils conditionnent l'arbitre. Ils le mettent dans un état de stress où il ne peut pas forcément bien faire son travail. Tu as des dirigeants du Real Madrid, des représentants du Real qui ont rencontré Tebas et l'arbitre de la rencontre du Classico un jour avant le match. Et regardez le match, comment ça s'est passé. Alors là, on rentre dans les théories du complot, mais je veux dire... C'est le lien direct, tu vois, c'est genre... ils se sont rencontrés un jour avant, il y a eu la pression évidemment de Real Madrid TV quelques jours avant, et puis l'arbitre nous pond un match comme ça. C'est difficile à dire après derrière que c'est pas louche, tu vois. C'est quand même difficile. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, il y a Jean-Luc qui m'a écrit un roman. Merci Jean-Luc. On va lire tout ça, hein. Allez, c'est parti. Salut Café. Salut. Je ne sais pas pourquoi les créateurs de contenu sur YouTube, vous êtes tous si joyeux avec ce Barça, à toujours voir le verre à moitié plein. Après ça, c'est mon problème à moi. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à voir le club à ce niveau cette année, mais les 3 derniers matchs, en faisant fi de celui de Valladolid, m'ont énormément énervé. Dans ces matchs, on a clairement vu qu'aucune équipe, c'est-à-dire Inter, aller-retour et Real Madrid, n'est au niveau de ce Barça. Ok. En vrai, le seul match devrait être contre le PSG, et pourtant le Barça a donné un nom à ses équipes. Ouais, c'est dur un peu de dire on a donné un nom, c'est l'Inter et le Real Madrid. Bon, mais je vois ce que tu veux dire. Contre l'Inter, à la limite, il y avait GG le GOAT et beaucoup de buts sont passés de son côté. Mais contre le Real, on a donné le Pichichi à Mbappé. Ça, on s'en fout personnellement. Avec, enfin moi perso, le Pichichi, j'ai déjà exprimé mon avis là-dessus, mais je m'en fous complètement de qui est le Pichichi. Du moment qu'on gagne les titres et qu'on gagne les matchs, et qu'on joue bien, moi c'est ce qui compte. Après que quelqu'un remporte un soulier d'or parce qu'il est content, parce qu'il a mis des buts, grand bien lui fasse, mais moi personnellement ça m'importe pas. Avec 3 tapines, et aujourd'hui toute l'Europe va penser que le match était serré alors qu'après le 4-2, on aurait dû donner une correction à cette équipe de vaurien et finir à 7 ou 8-2 à jouer à la baballe. On a même failli se prendre la clim sur l'entrée d'un minot du Real. Franchement la défense haute est devenue une vraie caricature. Ça c'est possible, mais je l'ai expliqué tout à l'heure, de ce qu'elle était en première partie de saison, et je suis bien content en fin de compte qu'on ne soit pas allé en finale de Ligue des Champions parce que cette équipe manque encore cruellement de maturité. Qu'en penses-tu ? Je pense que t'es un peu dur. Je pense que t'es assez dur avec l'équipe. Si le match a été aussi serré, c'est pas à cause du Barça spécialement. Même si sur le dernier but, on a effectivement on a donné le but. Concrètement, on a voulu trop faire les gars, mais c'est pas une question de maturité parce que c'est Inigo Martinez. Je pense pas qu'il soit immature, tu vois. Je pense pas que ça soit une question de maturité pour Inigo. Je pense que oui, on s'est vu un petit peu trop beau et sur le dernier but, voilà. Mais pour le reste, je suis désolé.
le match, il est conditionné par énormément de choses et pas par l'immaturité du Barça. Je suis désolé, mais Tchouaméni ne doit jamais rester sur la pelouse. Donc, il aurait jamais fait de main, puisqu'il aurait dû prendre un rouge déjà bien plus tôt. Les buts, il y a faute sur Lamine Yamal avant le but d'Mbappé. Sur le penalty, ça peut se discuter, parce qu'il y a la règle, soi-disant, il n'y a pas hors-jeu parce que Koubarsi remet le ballon en jeu. C'est la règle. Voilà, c'est comme ça, c'est le règlement. Pour moi, le règlement, il est éclaté par rapport à ça, parce que pour moi, concrètement, il y a plus ou moins action de jeu, même si Mbappé, sur le coup, joue pas le ballon. Après, il le récupère, tu vois, et de base, il est hors jeu. Donc ça, c'est des trucs assez flous, cette règle. Je la comprends pas trop, mais soit, peut-être il y a but. Mais voilà, donc le match en général a été conditionné par l'arbitrage et pas par l'immaturité du Barça ou par la défense haute ou je sais pas quoi. Maintenant, c'est vrai que la défense haute, la défense tout court, c'est un peu plus compliqué en cette fin de saison parce que l'équipe elle est un peu fatiguée et qu'on n'a pas pu faire tourner. Peut-être que Flick, sur certains points, n'a pas vraiment réussi à bien gérer son équipe, dans le sens où il a beaucoup fait jouer certains joueurs, quasiment jamais reposés. On voit dans cette fin de saison qu'Eric Garcia aurait pu jouer latéral droit depuis le début de la saison, faire souffler Koundé sans problème, parce qu'il est très performant à ce poste-là. Et voilà, il a dépanné au milieu, il était plutôt bon, même si c'était pas la folie, mais il était plutôt correct au milieu. Il a joué aussi, il a dépanné en défense quand il fallait, il a dépanné là, latéral droit, et à chaque fois il a fait le taf. Eric Garcia, grande Eric. Capitaine. On se rend compte, oui, que tu aurais pu avoir une gestion un peu mieux. Maintenant, c'est vrai que les attaquants, si tu sors Lamine, il n'y a plus rien. Si tu sors Rafinha, il n'y a plus de but. Lewandowski, ça se voit un peu moins, mais sur le début de saison, si tu avais sorti Lewandowski du 11, c'est pareil, il y avait moins de buts, parce que sur le début de saison, Lewandowski marquait énormément. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Je te trouve assez dur et moi, j'ai tendance à rester assez positif à chaque fois. Surtout quand l'équipe, elle joue comme ça. Je suis désolé. Si encore la saison dernière, j'ai pas été très positif. J'ai eu des moments où j'étais énervé, j'étais conditionné par la mauvaise saison du Barça, par la négativité, par tout ce qui entourait le Barça. Et la saison dernière, non, j'étais pas forcément très positif, j'en avais marre, tu vois. Franchement, j'étais saoulé. Là, cette saison, il n'y a pas de quoi être énervé. Franchement, il n'y a pas de quoi être énervé. Il y a de quoi être déçu en Ligue des Champions, frustré par moments peut-être, mais il n'y a pas de quoi être énervé ou quoi que ce soit. Il y a de quoi être positif parce que c'est le début d'un projet et je suis désolé, mais quand on voit le coach qui arrive là pour sa première saison et qui change le visage de l'équipe et qui fait jouer l'équipe comme ça, il n'y a pas de quoi faire la tronche. Hein. Franchement, les gars, il y a de quoi être content, qu'on retrouve du plaisir devant les matchs. Et encore une fois, je suis désolé. Ensuite, il y a Dimitri qui dit: quand tu vois la corruption madrilène à ce degré, t'as pas peur pour l'avenir? Bon, je vais pas rentrer dans le truc corruption. Vas-y, on est mardi, tranquille. Ça n'a rien à voir avec le mardi, mais vas-y. J'ai décidé que la journée allait être tranquille. Mais non, mais en vrai, pour l'avenir, oui, par contre, je l'ai déjà dit. J'ai déjà exprimé mon point de vue là-dessus. Je pense qu'à l'avenir, ça va être... Je crains. Je crains l'avenir, effectivement. Je l'ai déjà dit. Il y a des solutions qui essaient d'être trouvées par rapport à l'arbitrage de la part du Real Madrid quand même, ce qui est assez fou quand même d'entendre ça, sachant qu'ils ont bénéficié énormément de l'arbitrage cette saison. Alors certes, à des moments donnés, ils ont eu des erreurs d'arbitrage contre eux, oui, comme dans tous les matchs, il y a des erreurs d'arbitrage, et des fois le Barça aussi, il y a des erreurs d'arbitrage en leur faveur, oui, ça existe, mais quand tu additionnes tout, quand même, quand tu vois que... Il y en a, ils sortent ça, ils ont pas trop compris le truc, je crois. Mais il y en a, ils mettent avec la VAR et sans la VAR, le classement serait différent. Sans la VAR, le Real serait premier. Ce qui prouve que la VAR n'est pas bien. Ah non, c'est pas ça, non. Ça prouve pas ça. Ça prouve que s'il n'y avait pas la VAR, il y aurait encore plus d'erreurs d'arbitrage et le Real serait encore plus favorisé par ces erreurs d'arbitrage. Donc voilà. Mais bon, il y a le Real Madrid qui essaie de changer les choses. Mateu Laos, donc probablement le pire arbitre espagnol de ces dernières années, qui se rapproche tout doucement de tout ça. Je crains l'avenir. Je pense que Mateu Laos qui est un arbitre, on connaît un petit peu, qui va probablement devenir dans pas longtemps le responsable, le patron des arbitres, du comité arbitral, tout comme ça, je sais pas. Donc franchement, je crains le pire. La Liga qui veut pas investir sur la goal line, là, la montre qui vibre quand le ballon est rentré, ce qui nous aurait été utile dans le dernier Classico de la saison dernière au Bernabéu. Mais bon, on a essayé de regarder sur les caméras étaient pas toutes allumées malheureusement, c'est dommage, mais bon, que voulez-vous. Donc oui, personnellement je crains.
Je crains l'avenir, je pense que ça va empirer. Ensuite, il y a Martin qui dit il va falloir lâcher la veste au GOAT GG, je pense. Avis. Lâcher la veste, ouais, je trouve que c'est un peu dur de toute façon. Après, il y en a qui on a tous le droit de penser ce qu'on veut de Gérard Martin ou de n'importe quel joueur ou qui que ce soit du club. On a tous un avis là-dessus et on a le droit de l'exprimer, je pense. Après, faut prendre le contexte, faut se dire que le gars, certes, n'a pas un niveau exceptionnel, n'est pas, tu vois, censément, normalement, quand tu vois son niveau, il n'est pas censé être titulaire au Barça. Mais on peut pas nier que le gars, il fait tous les efforts possibles. Tous les matchs où il a joué en Liga, on les a tous gagnés, je crois. Le mec vient de Division 3 et là, il arrive et il fait le taf quand même. Il remplit les tâches qu'on lui a données correctement. Maintenant, c'est pas un joueur qui va faire des différences. Baldé est beaucoup plus fort que Gérard Martin ou son profil à Baldé est plus intéressant que celui de Gérard Martin. Ça, je veux bien. Maintenant, il y en a qui vont dire oui, mais nous, on critique pas son mental ou son implication, mais plutôt son niveau. Oui, il a un niveau qui n'est pas forcément celui d'un joueur du Barça. Mais que voulez-vous, c'est comme ça en fait. T'es dans une saison où t'as pas forcément En début de saison, on a vu qu'on pouvait pas faire trop de mercato. On a fait venir Olmo et c'est tout. On a galéré à l'enregistrer. On a fait monter Pau Vitor, on l'a signé parce qu'il était retourné peut-être à Girone, je sais plus. Mais en tout cas, on a payé le transfert définitif peut-être de Pau Vitor et c'est tout ce qu'on a fait. On n'avait pas de quoi aller chercher un latéral remplaçant, je sais pas qui. On avait que ça. Donc en fait, on avait le choix entre Alex Vaillé et Gérard Martin. Alex Vaillé, ils ont décidé qu'il devait partir peut-être, ou lui a décidé, j'en sais rien. Et on s'est retrouvé avec Gérard Martin en doublure de Baldé. C'est comme ça les gars. On a fait avec ce qu'on avait et ça a plutôt fait le taf. Maintenant oui, c'est pas un joueur qui fait les différences, mais il n'y a pas de quoi harceler les joueurs ou les insulter parce qu'ils ont un niveau qui est plus faible que les autres. Le gars n'a rien demandé. Ensuite, il y a Malek qui dit « Je suis content, mais défensivement, ça fait peur. Faut changer des trucs l'année prochaine. » Ouais, bon, on en a déjà un petit peu parlé, c'est vrai. Mais oui, défensivement, c'est compliqué. Maintenant, est-ce que Flick en est conscient? Je crois qu'il en a parlé. Il a dit qu'il fallait ajuster certaines choses, travailler sur plusieurs choses pour améliorer, on va dire, le côté défensif. Il y a un côté un petit peu équilibre à aller chercher. Il faut de toute façon trouver une solution pour garder cet équilibre cette version assez offensive du Barça, parce que c'est comme ça qu'on doit jouer, c'est de manière offensive, c'est pas, tu vois, on doit pas poser un bus et jouer en contre-attaque, tu vois, c'est pas notre manière de jouer, on est censé avoir le ballon, créer des occasions, essayer de marquer un maximum de buts, c'est ça la philosophie du Barça. Avant tout, c'est de faire donner du spectacle aux supporters, c'est ce que voulait Cruyff. Le truc le plus basique, c'était la phrase, c'était quoi, c'est salid et disfrutat. Je le prononce peut-être mal, mais en gros, sortez sur le terrain et amusez-vous, quoi. Profitez. C'est un truc comme ça. Je sais pas la traduction, mais donc avant tout, c'est de s'amuser et de donner. C'est ce que voulait le Cruyff, de toute façon. C'est ce qu'il voulait, c'était donner de la joie aux supporters avant tout. Maintenant, il y a une façon de jouer pour donner de la joie aux supporters. C'est pas juste poser un bus, jouer en contre-attaque. Waouh, on va donner de la joie aux supporters. Non, il faut amuser la foule, faire plaisir aux coulés. Et pour ça, proposer un football attractif, offensif. Donc il faut garder cette essence-là, évidemment, et il faut ajuster certaines choses pour aller chercher dans des matchs un peu plus compliqués, chercher des qualifs ou des trophées. On pense évidemment à la Ligue des Champions, où peut-être qu'on aurait dû s'adapter plus au match. Peut-être qu'il faut changer, pas forcément une tactique globale, mais peut-être une manière d'approcher certaines séquences dans les matchs. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais en gros, si on attaque, on mène, on gagne, et on est en fin de match, on voit qu'on subit, eh bien, il faut peut-être un petit peu changer son fusil d'épaule et se dire, on va jouer plus prudemment, on va reculer un petit peu, on va arrêter de jouer le hors-jeu, la ligne haute au niveau du milieu de terrain. Si on est en train de mener, ça n'a pas de sens, tu vois. Si il reste 2 minutes, tu mènes d'un but, tu joues une qualif en Ligue des Champions, tu joues le hors-jeu à 50 mètres de tes cages, peut-être que ça n'a pas trop de sens, tu vois. Donc peut-être, c'est changer les choses par rapport à ça, tu vois. L'approche des matchs peut-être, sa manière de jouer à certains moments clés du match. Contre l'Inter, on peut le regretter d'avoir joué comme ça, d'avoir voulu, comme si on était en train soit de mener largement, soit on était toujours en train de perdre. Mais on menait, tu vois. On aurait pu jouer plus tranquillement, plus prudemment et aller en finale, quoi. Donc ça, évidemment, on peut le regretter. Donc je suis pas sûr qu'il faut changer vraiment des choses tactiquement, mais peut-être plus ça. Ensuite, il y a Naufel, je sais pas. J'espère que ça se dit comme ça.
Confiant pour aller chercher la Liga sur le stade de l'Espagnol, oui. Assez confiant, bon on parlera demain, hein, je sortirai demain la vidéo de l'avant-match, mais je suis assez confiant, oui, ça serait la dernière fois qu'on a été champion, c'était sur le terrain de l'Espagnol, c'était il y a 2 saisons, on avait fait un beau match je crois contre l'Espagnol, en plus on les avait étartés, si je dis pas de bêtises c'était un petit 3 ou 4-0 je crois, un truc comme ça, 4-0 non c'était pas... Ouais ça avait été sympathique, on avait fêté un petit peu sur la pelouse, ils avaient été scandalisés, oh non comment ça, ils fêtent leur truc sur notre pelouse, ils avaient eu un petit peu ce qu'on appelle le seum. Donc oui, je suis assez confiant en vrai. Je suis assez confiant pour qu'on remporte le titre face à l'Espagnol et qu'on nous donne le trophée le match d'après contre Villarreal quand on sera à domicile devant les supporters pour fêter ça. Ça sera bien. Ça va être beau. Ensuite, il y a Bonagods Beats qui dit vraiment besoin d'un DD. Garcia est forte en backup de Jules. Je pense que Ford va partir en prêt. Maintenant, s'il n'y a pas moyen d'aller chercher un latéral droit, on a bien vu que Garcia faisait le taf. Il a un petit peu pas forcément le même profil que Koundé, mais en soi, c'est un défenseur central lui aussi. C'est un défenseur central qui est à l'aise balle au pied, qui a une vision de jeu excellente, qui fait des bonnes passes, on l'a vu, hein, même dans le Classico, même dans les matchs avant. Il fait des passes plutôt de qualité, il fait ses appels, il fait le taf. Maintenant, à voir sur le long terme vraiment ce que ça donne, mais Eric Garcia, c'est vraiment un couteau suisse de qualité. Vraiment, c'est pas le couteau suisse que t'as, là, qui va se casser, non, c'est le couteau suisse de qualité. Tu l'as acheté dans un bon magasin, tu vois. Il fait le taf. Partout où il joue et ça c'est intéressant, donc à voir si dans le futur on veut l'utiliser à ce poste là. Je pense qu'il faut limiter à 2 postes, ça serait peut-être un peu trop de le mettre milieu, défense, latéral, tu vois. Bon, mais la saison prochaine il y a Bernal qui revient, il y aura Casado là qui est sur le retour, il y a Frenkie, il y a Pedri, il y a du milieu de terrain. Il y en a pas mal, donc il n'y aura pas besoin de mettre Garcia vraiment au milieu très souvent, je pense. Donc oui, garder Garcia défenseur central ou latéral droit dans la rotation et lui donner un petit peu plus de minutes aussi. Cette saison, il a prouvé qu'on pouvait lui donner, lui faire confiance en fait, pas lui donner sa chance, mais vraiment l'intégrer dans la rotation. Il a prouvé. Surtout qu'il marque des buts. Il marque des buts, le Eric. De la tête, son but contre l'Inter il est magnifique aussi, reprise de volée. Franchement je suis pour, ça sert à rien d'aller chercher des doublures si on les a déjà à la maison en fait, tout simplement. Maintenant à voir pour le poste de latéral gauche, parce qu'il y a quand même Geoffrey Torrens qui est là, qui va être prolongé. Maintenant il vient à peine de monter avec la baie, je sais pas s'il est encore totalement prêt, mais il va faire la pré-saison avec le Barça c'est sûr. Ensuite il y a Ibrahima qui dit bonjour café. Bonjour frérot, penses-tu que ce serait injuste de ne pas donner le ballon d'or à Yamal qui a plus marqué les... Tu n'as pas fini ton message. Les esprits j'imagine? Je sais pas. Je pense qu'en termes de football, moi pendant longtemps j'ai dit aussi que le joueur le plus important du Barça c'était Pedri parce que c'est lui qui fait jouer l'équipe. Maintenant le joueur le plus différentiel de l'équipe c'est Lamine. Je pense que donc il y a joueur différentiel et il y a joueur qui fait jouer l'équipe vraiment. Donc c'est difficile de différencier ça pour le Ballon d'Or. Généralement le Ballon d'Or c'est vraiment une récompense individuelle, donc ça parle beaucoup souvent des stats aussi. Des stats ou justement des différences qui sont faites. Le côté vraiment individuel. Pedri c'est plus un joueur collectif au final. Même si individuellement il va bien faire jouer son équipe, mais du coup c'est du collectif. Ça va se voir dans des détails. Lamine, dès qu'il touche le ballon, tu le vois briller directement. Pedri aussi, mais c'est pas pareil. Donc oui, Lamine, oui, il pourrait être un prétendant au Ballon d'Or sans problème. Il y a Rafinha aussi. Le problème avec ça, c'est que ça divise les votes. C'est du classique. Donc si jamais il devait y avoir un Ballon d'Or pour Lamine ou pour qui que ce soit du Barça, même sans gagner la Ligue des Champions. Maintenant, est-ce que le gagnant de la Ligue des Champions doit obligatoirement avoir un Ballon d'Or? Je ne sais pas. Dans l'histoire, ça n'a pas toujours été ça non plus. Bon, après, l'histoire a un peu changé avec Messi et Ronaldo parce que c'était abusé. Ça serait peut-être injuste pour Lamine Yamal parce qu'il fait vraiment une bonne saison et vraiment, pour moi, c'est peut-être un des meilleurs joueurs du monde. Enfin, c'est pas peut-être, c'est un des meilleurs joueurs du monde cette saison, mais c'est difficile. Je sais pas, j'ai pas de quoi juger non plus ça, je pense. J'ai pas les qualités requises parce que j'ai tendance à quand même avoir un petit coup de cœur pour Pedri. Il y en a qui pourraient me dire ah Pedri non n'importe quoi machin, donc après tout je pense que je veux. Ensuite il y a Jérémy qui dit salut café, salut. Est-ce que l'arbitre du match va finir en prison? Alors je ne sais pas, mais c'est vrai que cette saison ce qu'on a souvent vu, c'est quand un arbitre faisait un match catastrophique en termes d'erreurs vraiment manifestes sur certaines décisions, eh bien il était le match d'après il pouvait pas arbitrer, il était suspendu on va dire, puni.
dans son coin. C'est arrivé 2 fois cette saison, après des matchs concernant le Real Madrid. Et dès que ça n'allait pas, dès qu'il y a eu des erreurs envers le Real, eh bien ces arbitres-là, oui, étaient punis le week-end d'après, enfin la journée d'après en tout cas, ils n'arbitraient pas de match. Donc ça c'est aussi une forme de pression déjà. Alors c'est pas le Real qui décide de ça, concrètement ça doit être la fédération ou le comité des arbitres ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est encore plus je trouve bizarre, parce que si tu te trompes, tu fais des erreurs qui pénalisent le Real et que le Real te punit, je comprendrais ça, parce que ça serait un lien direct. T'as pas le droit, mais je veux dire ce serait, tu vois, le Real est pas content, il te punit. Mais là c'est pas le Real qui punit, c'est les autres. C'est ceux qui dirigent les arbitres. Donc pourquoi ceux qui dirigent les arbitres punissent les arbitres qui arbitrent mal le Real Madrid? Y aurait-il un lien entre le Real et la fédération? Qui sait? Enquête exclusive. Non, en fait, je ne sais pas. Mais ce qu'on peut voir, c'est... on pourra vérifier si l'arbitre là, qui a arbitré donc, le match... Bon, je vous dis, on pourra le voir, mais on l'a déjà vu. Hein, personnellement, je l'ai déjà vu. Cet arbitre-là ne sera pas puni. Prochaine journée, il arbitre. Il arbitre un... Je vais pas dire n'importe quoi, mais il arbitre un match de Liga. Un petit match, genre Las Palmas ou Betis ou Osasuna, je sais plus. Mais pas de problème. Pas de problème avec ça, vous inquiétez pas, il n'a pas été puni. Et non, il n'ira pas en prison. Ensuite, il y a Théo qui dit: que penses-tu de l'entrée de Fermin et du match de Rafinha? Perso, je les ai trouvés excellents. Ouais. Excellent. Fermin a fait vraiment une bonne rentrée. La dernière fois, contre les dernières rentrées qu'il avait faites, elles n'étaient pas excellentes. Il y avait... je sais pas, peut-être que le match, les conditions du match faisaient qu'il n'arrivait pas à se mettre en avant, à faire des choses intéressantes, j'en sais rien. Mais là, vraiment, il a été très intéressant. À un poste en plus de ça qui est pas forcément... Enfin, je sais pas si... Je m'en souviens plus. Je sais plus s'il a joué ailier gauche vraiment ou s'il a vraiment remplacé Olmo. Je sais plus si c'est Gavi qui a joué plutôt ailier à la fin du match. J'en sais rien. Bon, le but qu'il met, en tout cas, il est sur l'aile gauche. Mais bref. Non, je l'ai trouvé intéressant, Fermin. Vraiment intéressant. Et Rafinha, comme je l'ai dit hein, dans le débrief ou dans l'analyse d'hier, j'ai vraiment eu la sensation, l'impression que c'était le Rafinha du début de saison. Donc ça fait plaisir, parce que là, sur les dernières semaines, Rafinha, c'était vraiment pas ça. On va pas se mentir. C'était assez mauvais. Même s'il marquait de temps en temps dans le contenu, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Tu le sentais qu'il n'était pas vraiment lui-même, on va dire. En tout cas, pas le Rafinha de cette saison. Alors que voilà, là, vraiment au niveau, vraiment performant, décisif, dans le pressing, l'attitude qu'il avait, tout ça, vraiment top. Et Fermin top aussi, ouais. Dans l'attitude, dans vraiment un mec qui rentre et qui fait la différence, vraiment qui se montre, qui se met en avant. C'est ça qu'on veut voir aussi. C'est pour ça que les mecs rentrent, normalement, c'est pour changer un petit peu la donne du match ou en tout cas être au niveau de celui qui le remplace, tu vois. Si tu fais un remplacement, tu mets un joueur qui remplace l'autre et qu'il est moins bon, qu'il apporte moins, qu'il fait des erreurs, machin, c'est difficile après de lui faire confiance pour le faire rentrer ou le faire jouer tout le temps. Donc là, ça fait plaisir. Ensuite, il y a Mouniagno qui dit: est-ce qu'on va encore parler d'arbitrage ou on passe à autre chose? Bien écoute Mouniagno, je pense qu'il faut pas passer à autre chose, non. Je pense qu'il faut quand même... Alors oui, on peut passer à autre chose parce qu'on a gagné tout ça, mais le problème si on devait passer à autre chose et ne pas parler, on va dire, de l'arbitrage, dire bon bah c'est pas si grave parce qu'on a gagné, le problème c'est que quand on va perdre à cause de l'arbitrage et voilà qu'on ne gagnera pas le match parce qu'on ne sera pas beaucoup plus fort. Ça je l'ai déjà dit la saison dernière, mais en fait pour battre ce Real Madrid là, avec tout le contexte qu'il y a autour, il faut vraiment être beaucoup plus fort en fait. Vraiment beaucoup plus fort, parce que sinon si c'est serré, si ça se joue à des détails, tu vas te faire... Et c'est ça le problème. Et là c'est ce qui s'est passé cette saison-là. C'est que le Barça était beaucoup plus fort. Donc ça a permis, même dans les matchs comme là ce week-end, ça nous a quand même permis de gagner. Même si ça a été un petit peu équilibré par un gars en jaune qui était au milieu de la pelouse. Mais voilà. Donc non, je pense pas qu'il faut passer à autre chose parce que dans des situations après, on va nous dire ouais, mais comme la saison dernière en fait. La saison dernière, vu qu'on jouait pas bien, vu qu'on n'était pas premier, qu'on méritait peut-être pas par rapport au jeu qu'on produisait, on méritait pas forcément d'être champion, dès qu'on se faisait voler et qu'on le disait, on passait pour des pleureuses, on passait pour ah ouais mais vous vous plaignez, machin, mais vous avez rien à dire, vous savez pas jouer en gros. Les gars, qu'on joue bien ou qu'on joue pas bien, si tu te fais voler, tu te fais voler. Il faut le dire, faut pas passer à autre chose, non. On va appuyer là-dessus. Ensuite, il y a Luxi Yon qui dit
c'est moi où De Jong a depuis peu un vrai comportement de capitaine au niveau de son comportement sur le terrain. Bah, c'est ce que j'ai souligné dans l'analyse justement hier. C'est vrai. C'est vrai que depuis quelques semaines même, je le trouve un petit peu plus agressif, tu vois. Il met un peu plus d'agressivité dans son jeu, ce qui était moins le cas avant, où on le voyait qu'il avait peur d'aller au contact, ou c'est pas un joueur très agressif, quoi, dans sa manière de jouer. Voilà, bon. Maintenant, le problème, c'est que quand tu joues milieu défensif, il faut quand même l'être un minimum pour récupérer les ballons, pour faire un contre-pressing efficace. Je parle pas d'agressivité où il faut découper le joueur, mais justement, y aller vraiment, tu vois. Faut pas hésiter à aller au contact, au duel aérien, un peu partout, tu vois. Dans tous ces domaines défensifs, il faut montrer que t'es là quand même. Un minimum. Et là, il le fait de plus en plus depuis son retour en forme. Donc ça fait plaisir déjà. Et puis là, on le voit depuis qu'il a le brassard, quand Ronald n'est pas sur le terrain et donc il a le brassard, il agit comme un capitaine et il montre un petit peu plus de caractère, ouais. Il se comporte plus comme un capitaine et ça fait plaisir. C'est ce que j'ai dit dans mon analyse hier, mais vraiment c'est quelque chose que je tiens à souligner parce que je l'ai critiqué là-dessus et pour moi c'était à juste titre. Je suis désolé, mais quand un joueur est capitaine et qu'il est complètement effacé et t'as l'impression qu'il est même pas concerné, c'est pas normal. Là maintenant, il faut souligner quand c'est l'inverse. Quand vraiment le joueur montre qu'il est là, il prend la parole, il va parler avec l'arbitre, enfin vraiment tu vois qu'il est concerné, tu vois qu'il pourrait presque mourir pour ses coéquipiers, bref il agit comme un capitaine, tu vois, donc oui, faut le souligner et je suis très content pour lui et pour l'équipe, parce que s'il doit rester, je préfère qu'il ait cette attitude là plutôt qu'une attitude trop nonchalante où t'as l'impression qu'il s'en fout, quoi. Ça, c'est pas normal. Ensuite, il y a Joe qui dit « Tu peux acheter un seul joueur au mercato, qui est-ce » J'hésiterais entre deux joueurs. Ce serait soit Isaac, soit Julian Alvarez. Je vous laisse le choix. Mais en tout cas, ce sera un numéro 9. Je préférerais Alvarez. Par rapport à son profil, je pense qu'il s'adapterait beaucoup plus au jeu. Mais je dis pas non à Isaac. Franchement, je dis pas non à Isaac non plus. Donc ça serait vraiment un numéro 9. Je vous laisse trancher dans les commentaires. Dernière question de Andrew qui dit « Salut Café, la saison arrivant sur la fin, quel est ton joueur préféré hors Pedri ?» Une bonne question. Mon joueur préféré hors Pedri, je pense que je partirais pour Gérard Martin. Vous me connaissez, GG le GOAT. Non, en vrai, Lamine Yamal. Je pense que mon joueur préféré en termes de jeu, après j'ai des joueurs préférés, on va dire que j'aime beaucoup de base, comme Gavi, comme Casado, j'aime beaucoup aussi Koubarsi, tout ça, mais en termes d'apport à l'équipe et d'importance et d'émotion, on va dire, que j'ai ressenti en voyant l'équipe et les joueurs jouer, je pense que oui, mon joueur préféré hors Pedri, cette saison en tout cas, c'est Lamine Yamal. Ouais. Très belle saison de Lamine. Vraiment, dès qu'il touche le ballon, des fois un petit peu frustré, je me rappelle quand même quand on revoit un peu toute la saison, qu'on prend un peu de recul, je me rappelle quand même beaucoup de fois cette saison où je trouvais qu'il en faisait trop. Je l'avais déjà dit, je trouvais qu'il gardait trop le ballon des fois, qu'il voulait trop en faire et par moments c'était un peu, ça nous pénalisait parce que il perdait la balle, tu vois, alors qu'il aurait très bien pu jouer un peu plus en passe et ça aurait été tout aussi beau, tu vois. Un jeu de passe, des 1-2, des trucs. Je trouve ça aussi joli de jouer vraiment en passe. Moi, personnellement, mon football, c'est ça. Je préfère voir une attaque construite, un jeu en passe, machin, tiki-taka, avec 50 passes et que ça finisse par un but, plutôt qu'il y ait un joueur qui dribble tout le terrain, tu vois. C'est bien, un joueur qui dribble tout le terrain. On a vécu des belles choses avec Messi pendant des années, mais je préfère les actions quand même construites et collectives personnellement. C'est plus mon football. Mais bref, en tout cas, ouais, je dirais Lamine Yamal quand même. En plus, avec l'âge qu'il a, faire ça, être aussi fort, être à ce niveau-là, à cet âge-là, c'est incroyable. Ce niveau de maturité aussi, dans le jeu, c'est très fort. Très très fort. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour l'avant-match espagnol contre le Barça. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.